Joachim, vous allez nous parler d'une IA, une révolution graphique au service de l'homme. Ça va être, je pense, une suite. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je suis doctorant en troisième année à Sciences Po. Je fais des recherches en théorie du droit. Ce qui m'amène ici, donc, c'est une succession d'expériences qui m'ont finalement rapproché de ces sujets d'algorithmes, d'intelligence artificielle et des problèmes que cela soulève. Et donc je vais structurer mon intervention comme suit. Donc je vous expliquerai d'abord ce que j'ai tiré d'une étude que j'ai réalisée sur le sujet de la justice prédictive. Et ensuite je passerai au cœur de l'intervention, donc en vous expliquant d'abord ce que je pense être ce phénomène d'intelligence artificielle, donc avec la perspective qui est la mienne, et j'essaierai de la qualifier de révolution graphique en vous expliquant pourquoi. Et le troisième point, donc qui sera bref, mais j'espère que je pourrai le continuer donc en discutant avec les autres intervenants et vous-même, ce sera de voir en fonction de ce cadre quels enjeux éthiques, si jamais on peut les appeler éthiques, peuvent être discutés. Donc pour commencer avec le premier point, donc j'ai fait des études de droit. Je n'étais pas forcément prédisposé à étudier l'intelligence artificielle. Mais en 2017, on m'a proposé de superviser un projet donc avec trois étudiants de Master 2 et donc moi-même qui commençais mon doctorat auprès de la société Predictis, donc qui fait de la justice prédictive et qui cherchait en fait à mettre par écrit les interrogations éthiques que son activité soulevait, peut-être dans un but louable d'une part, et d'autre part peut-être de se protéger au cas où il y aurait eu des soucis par la suite. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était très intéressant, c'était un partenariat gagnant-gagnant, puisque nous on avait accès aux algorithmes, on avait le docteur en machine learning qui nous expliquait, en tout cas qui vulgarisait le fonctionnement de l'outil, et donc on a publié un livre blanc. Et donc, à partir de cette expérience, j'en ai tiré deux enseignements qui vont peut-être un petit peu bousculer ce qui vous a été dit ce matin, notamment par les deux premiers intervenants. Le premier enseignement que j'en ai tiré, c'est que c'est compliqué de parler de valeur. Moi, j'ai une difficulté peut-être méthodologique à réifier les valeurs et à dire qu'il faudrait les hiérarchiser. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une valeur, j'en ai jamais touché, j'en ai jamais vu. Alors effectivement, il y a des actions ou des textes sur lesquels on peut s'accorder pour dire qu'il y a une valeur ou ça véhicule des valeurs, mais à part ça, je trouve ça difficile de hiérarchiser des valeurs. Je pointe ça du doigt parce que la difficulté, si on admet que les valeurs existent, qu'on peut les hiérarchiser, c'est qu'en fait, on rend l'éthique... on fait de l'éthique quelque chose qui est accessible à tous, y compris par ceux qui ont un intérêt économique à manipuler ces valeurs. Et donc dans une intervention que j'ai eu le bonheur d'effectuer devant des doctorants il n'y a pas si longtemps, j'ai pointé du doigt justement le fait qu'un certain nombre d'outils qui cherchent à hiérarchiser des valeurs, justement. Donc c'est une expérience que vous pouvez faire en ligne, qui est proposée par le MIT, s'appelle Moral Machine, et qui vous permet, lorsque vous avez une voiture, de décider est-ce qu'il faut écraser le piéton qui traverse alors que le feu est rouge, ou alors est-ce qu'il faut que la voiture se crache, etc. Et en réalité, donc, cette application a été utilisée par des millions de personnes, et en fait, toutes ces préférences sont agrégées, et on estime qu'on touche des valeurs, là. Sauf que les gens qui sont derrière ces expériences ne sont pas tous désintéressés, dans le sens où il y a des gens qui travaillent dans l'industrie donc des véhicules autonomes qui cherchent à récupérer ça en disant on a fait le travail, voilà ce qu'est la valeur, voilà comment est-ce que le peuple lui-même a hiérarchisé, et donc voilà ce qu'on va tenter de coder dans le véhicule. Je pense que vous touchez du doigt les difficultés. Le deuxième point, c'est par rapport à ce qui a été dit ce matin, comme quoi donc l'éthique, le droit, l'intégrité et la morale, tout cela est sur le même plan. Et donc, effectivement, si on est un concepteur de véhicules autonomes et qu'on a envie de se simplifier la tâche,
en faisant l'expérience dont je viens de parler et en codant ça, on fait l'économie effectivement de pas mal de soucis, puisqu'on a fait de l'éthique, donc c'est comme si on avait fait du droit. Sauf que si jamais il se passe un accident, en réalité, la notion de responsabilité, elle est bien là, je vous l'assure. Et donc, je ne pense pas qu'elle soit vraiment à retravailler d'un point de vue éthique. En réalité, s'il y a accident, c'est les juges qui vont trancher, ils vont dire, bon bah là, est-ce que... donc, vous n'ignorez pas qu'il y a un principe général de responsabilité, donc l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et si jamais il s'agit d'un accident de la route, en réalité, il y a un cadre législatif plus précis, donc qui est celui de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Et c'est dans ce cadre-là, donc très, très, très précis en réalité, que les juges vont s'interroger sur les responsabilités à allouer. Et certes, ce n'est pas des questions faciles, et il faudra aller peut-être chercher le concepteur de l'algorithme ou la société qui exploite le véhicule, mais ça sera tranché en réalité. Donc le soi-disant vide normatif n'existe pas. Donc ça, c'est le deuxième enseignement que j'ai tiré de ce projet. Et donc de ces enseignements, je tire, donc, lorsqu'il s'agit d'étudier l'intelligence artificielle, deux préconisations méthodologiques. Donc la première, c'est de ne pas parler d'éthique, ou en tout cas de faire très attention. Et si je parle d'éthique, de ne pas donner un sens normatif à l'éthique, puisque vous comprenez que je suis assez attaché au monopole du droit sur le normatif. Et lorsqu'il y a de la force contraignante donnée à l'éthique, par exemple des médecins... Des comités éthiques de médecins peuvent sanctionner leur pairs en cas de faute déontologique. C'est forcément parce que le droit l'autorise. Et je peux même vous donner l'article du Code de la santé publique qui autorise les comités déontologiques à sanctionner en cas de manquement à l'éthique. Et vous comprenez que c'est autorisé par le droit. Donc ça, c'est ma préconisation méthodologique numéro 1. Et la deuxième, c'est donc d'essayer de chercher une forme d'objectivité lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et cette objectivité, j'essaie de la trouver dans donc finalement les éléments tangibles qu'apporte l'histoire, d'une part, et d'autre part, dans le décalage dans l'interprétation des faits qu'offre l'anthropologie. Voilà, donc ça c'est le cadre. Et c'est à partir de ce cadre en fait, que je souhaite vous soumettre cette interprétation de l'intelligence artificielle comme révolution graphique. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, la révolution graphique, c'est une expression qui en réalité a été utilisée... Est-ce que je peux me permettre, non pas parce que c'est pas pertinent, mais de conserver ce point pour la deuxième partie de l'intervention? Bien sûr. Parce que je trouve que c'est déjà très riche, vous avez posé beaucoup de questions, peut-être permettre de rebondir dessus. Merci.